bonjour à tous, merci d'être présents pour cette présentation effectivement de la loi de finances 2023 et de la loi de financement de la sécurité sociale. Donc du coup, alors, comme tous les ans, pour les habitués et puis pour ceux qui nous découvrent, on séquence en deux parties, déjà la partie fiscale et puis ensuite la partie droit social. Alors, on commence avec la loi de finances donc, pour 2023 et ses perspectives. On va faire quelques petits flashbacks et puis également quelques petits bonds en avant. Parce qu'il y a des choses qui se profilent, il y a des mesures qui se profilent et c'est bien que vous ayez ça en tête puisque ça va faire l'objet, je ne doute pas, de mesures importantes en 2024. On est un petit peu dans la... Voilà, on est un peu futuriste là. On commence tout de suite. Alors, la loi de finances, en fait, pour 2023, elle est marquée principalement, évidemment, par le renouvellement du mandat Macron. C'est quand même un deuxième quinquennat qui commence. Donc, les deuxièmes quinquennats, en tout cas, généralement, quand le président était déjà en place, il ne bouleverse pas tout. Donc, il y a déjà cette première donnée, mais il change quand même des choses parce qu'il y a une campagne, donc des promesses de fait. Et ce qui change également, ce qui marque aussi cette loi de finances, finalement, c'est également finalement le contexte. Le contexte macroéconomique qui est pour le coup particulièrement fourni cette année, en ce début d'année 2023, avec la fin annoncée de la crise Covid. Bon, ça dépend des pays, hein, clairement. La situation géopolitique qui est plus qu'instable, les tensions économiques et la crise énergétique. Voilà, j'ai bien plombé les réponses. Une fois qu'on s'est dit ça, mais c'est important parce que véritablement, c'est des choses qui sont prises en compte par le gouvernement et également les chiffres. Ça, je vous les ai mis à titre indicatif. Les chiffres 2022 en matière d'IS, en matière d'IR, en matière de TVA, entre ce qui était estimé avec la loi de finances initiale de 2022 et finalement ce à quoi on aboutit. Donc on voit des hausses malgré tout dans tous les secteurs, que ce soit l'IR, l'IS ou la TVA. Vous mêlez ça avec le contexte économique finalement et puis surtout l'inflation qui marque véritablement et en tout cas qui fixe les objectifs au gouvernement et la volonté de l'homme comme vous voulez de protéger les Français contre l'inflation. Donc au final, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une loi de finances qui vise à protéger les Français contre l'inflation. En tout cas, c'était l'objectif de départ, qui vise aussi à protéger les entreprises autant que possible. En tout cas, c'était les promesses, c'était les objectifs. On va voir ce que ça donne sur le papier. Alors, les engagements politiques devenus finalement des mesures fiscales. On en a quelques-uns, on va les voir. Le premier concerne nous concerne tous, avec la prise en compte de l'inflation, en tout cas la hausse des prix prévisibles, sa prise en compte dans le barème progressif de l'impôt, puisque l'idée c'est que si les salariés gagnent plus, en tout cas si on a une revalorisation des salaires pour contrebalancer autant que possible l'effet de l'inflation, il ne faut pas non plus qu'ils soient pénalisés au niveau de l'impôt sur le revenu avec des tranches en fait qui seraient restées au même niveau. Donc on a une revalorisation de 5,4% de chacune des tranches, ce qui va permettre de compenser autant que possible en tout cas la hausse des salaires quand il y en aura. On a également, et ça c'était une mesure qui était attendue en tout cas pour la plupart des entreprises, la suppression de la CVAE. Donc en principe, la suppression était dès 2023. Donc finalement, ça va être séquencé pour 2 ans. Donc on verra tout à l'heure. Une première partie en 2023 et en 2024, une suppression totale. Voilà. Ce qu'on attendait aussi, en tout cas ce qui était une promesse de campagne, c'était une réforme des droits de donation. Bon, finalement, ça n'a pas eu lieu, on peut le comprendre. Donc, on verra en 2024 si finalement quelque chose se dessine ou pas. Ça, on verra ça dans les mois à venir. Une fois qu'on a en tête ce contexte quand même assez particulier, il faut bien se le dire, voyons les mesures, les principales mesures qui intéressent les entreprises. Alors, on a beaucoup, je dirais, de mesurettes. Voilà. Donc on vous les a épargnées parce que véritablement elles sont tellement sectorielles, c'est vraiment des mesures entre guillemets de niche, et finalement ça n'intéresse pas forcément la personne que vous êtes, en tout cas la majorité des personnes, des entreprises. On s'est donc véritablement concentré sur les mesures qui intéressent le plus grand nombre. Parmi les mesures nouvelles, on a 2 mesures donc, de portée générale.
La première qui intéresse les entreprises de taille moyenne ou les petites entreprises, c'est le taux réduit à 15% de l'IS. Vous savez, antérieurement, c'était le chiffre que tout le monde connaissait, jusqu'à 38 120 euros. On avait un taux d'IS qui était à 15%. Donc voilà, il va falloir faire un petit effort de mémoire. Maintenant, c'est 42 500 euros. Et là, c'est toujours pareil, hein, ce qui représente l'augmentation de l'inflation. Ça a été augmenté en proportion. Maintenant, jusqu'à 42 500 euros, on a le taux d'IS à 15%. On a également donc, la mesure dont j'ai commencé à vous parler, que j'ai commencé à évoquer, qui concerne donc cette fois-ci la suppression de la CVAE. Donc, en 2 temps, on a l'habitude, hein, tous progressivement. On avait déjà eu une baisse, hein, d'ailleurs, du taux de la CVAE. Donc là, ça se poursuit, puisqu'en 2023, finalement, on a une réduction de 50%. D'accord, du taux applicable pour le calcul de la CVAE, ce qui va se répercuter d'ailleurs dès les acomptes qui seront à payer en 2023. On l'a déjà fait par avant, bon, c'était bien qu'il le confirme que ça s'applique également là dès 2023, avec donc une suppression totale en 2024. Okay, donc en 2024, il ne restera plus entre guillemets de la fameuse CET que la CFE. La CFE qui est assise sur le foncier des entreprises. Donc 2023, division par 2, 2024, suppression totale. Et parallèlement, on a également un ajustement du plafonnement, vous savez, en fonction de la valeur ajoutée. L'idée, c'est que la CFE plus la CVAE ne représentent pas plus de 2% de la valeur ajoutée des produits par les entreprises. Donc là, on aura un ajustement dans la mesure où la CVAE baisse. Mécaniquement, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée va aussi baisser. Donc là, il faudra que la CVAE plus la CFE ne dépasse pas, alors je ne l'ai pas mis pour 2023, c'est 1,625% de la valeur ajoutée, c'est ça, c'est un chiffre bien rond. Et en 2024, il ne faudra pas que ça dépasse 1,25% du coût de la CFE, puisque la CVAE n'existera plus. L'idée en fait de la suppression de la CVAE, parce que c'est pas fait comme ça, on ne sait pas dit tiens celle-ci on la supprime, c'est qu'elle est ressentie alors déjà comme un frein à la compétitivité des sociétés françaises à l'international. Juste pour vous donner quelques chiffres, parce qu'on aime bien les chiffres, c'est toujours parlant. Alors les chiffres datent de 2019, tout simplement parce que 2020-2021 c'est pas hyper représentatif. On s'en doute. Mais pour vous donner une idée, alors sans mes lunettes, c'est pas terrible, mais j'espère que vous êtes tous équipés, en tout cas mieux que moi. On voit bien quand même, malgré tout, qu'au niveau de l'impôt de production, la France est quand même dans le top des sociétés. Alors, on voit, c'est comparé à l'Italie, à l'Espagne ou à l'Allemagne, ou même juste à la moyenne de l'Union européenne. On voit quand même qu'en termes d'impôt de production, on est bien. Et justement, la CVAE, c'est un impôt de production. Bon, sur les autres, on est pas mal aussi. L'idée, véritablement, en supprimant cette CVAE, c'est de redescendre un peu dans le classement, en tout cas d'être un peu moins haut, d'être un peu moins en tête. Il y a également un effet avec la CVAE, sans parler de l'international, c'est au sein même des sociétés en France. On voit qu'il y a quand même une distorsion. Elle ne touche pas toutes les entreprises de la même manière. On sait bien qu'une entreprise industrielle qui est obligée de renouveler souvent ses équipements, qui donc a des amortissements, est plus pénalisée qu'une société de service. Et encore, société de service, il peut y avoir de la valeur ajoutée, mais est plus pénalisée tout simplement parce que pour le calcul de la CVAE, on ne tient pas compte des amortissements. Donc on voit bien que d'une entreprise à une autre, finalement, c'était un impôt où il y avait de vraies distorsions et en plus qui pénalisait véritablement les entreprises françaises de production à l'international. Donc voilà, sa suppression en tout cas s'explique comme ça. Donc dès 2023, premier effet, puis dès 2024, on en parlera plus. Parmi les autres mesures, alors qui peuvent avoir un intérêt, en tout cas peut-être de manière un peu plus ciblée. On a, alors, vous voyez, l'écologie, on verra véritablement, c'est quelque chose qui va imprégner de plus en plus notre fiscalité, et notamment pour tout ce qui est certificat d'économie d'énergie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, en fait. Jusqu'à présent, tout ce qui était subvention, notamment de l'Union européenne, visant à aider les entreprises à renouveler leur équipement, équipement qui respectent tout ce qui est critères tout ce qui est favorable à la transition énergétique. On avait des mesures qui permettaient d'étaler, puisque évidemment, ça fait des subventions, ça fait des produits, donc ça fait du gaz. Il y avait quand même un régime qui permettait d'étaler. Par contre, il n'était pas dans le scope de ce régime d'étalement tout ce qui était certificat d'économie d'énergie.
Vous savez, le certificat d'économie d'énergie, c'est véritablement les fournisseurs d'énergie qui subventionnent, c'est trop mal intérêt, mais qui subventionnent leurs clients pour leur permettre justement de créer ou d'acquérir des équipements qui répondent aux exigences de transition énergétique. Donc, on a dorénavant un régime d'étalement pour ces certificats d'économie d'énergie, donc ce qui va permettre finalement de diluer leurs coûts, leur impact en matière d'IS. L'étalement, c'est assez simple, ça sera sur la durée d'amortissement de l'équipement financier. Voilà. Donc ça, c'est une des mesures, vous voyez bien à gauche, un DPE qui vise à favoriser la transition énergétique. On a également une autre mesure qui concerne cette fois-ci les jeunes entreprises innovantes. Les jeunes entreprises innovantes, comme son nom l'indique, sont des entreprises jeunes. Jusqu'à présent, pour bénéficier du régime qui est plutôt favorable, puisqu'on a une exonération totale des bénéfices la première année d'application du régime, 50% la deuxième année, puis on a aussi des mesures de faveur en matière de cotisation sociale, si je ne me trompe pas, et en matière aussi de cotisation d'impôts locaux. Ce régime intéresse les entreprises jeunes qui ont une activité nouvelle, une pure création, qui allouent au moins 50% de leurs charges déductibles pour tout ce qui est recherche et développement, donc au moins 15%, qui sont véritablement innovantes par ce biais-là, qui sont détenues majoritairement par des personnes physiques. Toujours est-il que ces sociétés, pour être jeunes, considérées comme jeunes, devaient avoir moins de 11 ans d'existence. Là, c'est ramené à 8 ans. Il faut juste avoir ça en tête. Mais par contre, le régime est prorogé donc jusqu'au 31 décembre 2025. Donc le régime perdure, mais en fait, il revient juste à son état initial, puisqu'initialement, il fallait qu'elles aient moins de 8 ans, donc il revient juste à la base. On a également, alors là, c'est ce que je vous disais, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, parce que vous voyez, mis à part la CVE, finalement, les autres mesures vont impacter certaines entreprises, mais bon, dans une moindre mesure. Pour ça qu'on s'est dit que ça serait intéressant quand même de vous parler du projet DEBRA. Je ne sais pas si vous connaissez le projet DEBRA, le mini-code DEBRA. Alors, il va avoir un impact, puisqu'en fait, ce projet DEBRA, c'est une directive européenne qui va être transposée en droit interne sur 2023. Donc, dès 2024, on va avoir des effets. On a en France un régime de déductibilité des charges financières qui est déjà bien déroulé, c'est peu de le dire. La directive DEBRA en remet une couche, entre guillemets. L'idée de la Commission européenne, c'est de favoriser les investissements des entreprises avec un financement finalement en fonds propres et non pas le recours à de l'endettement qui peut parfois permettre des déductions fiscales peut-être un petit peu trop généreuses. L'idée, c'est de recentrer les investissements avec les fonds propres des sociétés quand elles le peuvent évidemment et non pas par le financement externe des entreprises, évidemment. Alors, en France, on a déjà un régime qui est bien conséquent sur le sujet, mais on va voir qu'il va se durcir, on va le voir tout à l'heure. Le mécanisme DEBRA, en fait, qui doit être transposé en France, là, cette année, il va avoir deux volets. Alors, un volet un peu futuriste, en tout cas, on ne connaît pas nécessairement. Ça va être un mécanisme de déduction notionnelle. Quand je dis ça, c'est pas le cas parlant. L'idée, c'est que les entreprises, juste après, les entreprises qui financent par fonds propres leur investissement vont avoir la possibilité finalement de déduire des intérêts, mais ce sont des intérêts notionnels, des intérêts fictifs. Voilà. L'idée, c'est de les placer dans la même situation qu'une société qui ferait recours à l'emprunt extérieur. Alors, une fois qu'on se dit ça, d'accord, intérêt fictif, mais comment on calcule, sur quelle base, etc. Donc, ce que prévoit la directive, c'est que l'intérêt notionnel, donc fictif, pourrait être déduit donc, sur 10 ans, visiblement. La durée d'amortissement, la durée de l'emprunt, ça serait 10 ans, avec un taux, sans taux d'intérêt, avec un taux d'intérêt, voilà, un taux d'intérêt sans risque qui varierait d'un pays à un autre, ça on peut s'en douter, et qui serait majoré d'une prime de risque de 1%. Bon, on aura un peu plus de règles, en tout cas dans la loi de finances qui va intervenir, dans la loi de finances rectificative qui va intervenir sur le sujet. Et l'idée, donc, ça serait appliqué sur la variation positive des fonds propres nets de l'entreprise au titre d'un exercice donné.
Donc, pour ceux qui manipulent la règle de plafonnement des charges financières, on sait déjà que c'est une usine à gaz. Bon, on verra ce que ça donne, si c'est plus clair. Mais en tout cas, voilà, ça serait l'idée. Et après tout, peut-être une bonne idée de se dire, les sociétés qui financent en fonds propres, qu'elles puissent déduire des intérêts fictifs, c'est pas complètement illogique. En tout cas, c'est ce que prévoit la directive. On sait déjà qu'il y aura des points d'intention à avoir, j'en ai 3 dans le slide, notamment par exemple si ces intérêts nationaux excèdent 30% des EBITDA de l'entreprise, on sait déjà que le ROC-RICA sera non déductible, mais pourra être déduit sur les 5 exercices suivants. Donc voilà, il y a toute une gymnastique qu'il va falloir intégrer, mais c'est quelque chose qui va intervenir d'ici peu. On a une deuxième mesure avec la directive DEBRA, c'est la limitation de la déductibilité des charges financières. Donc, je vous disais déjà en France, on est gâté sur le sujet. Donc, c'est pas une grande nouveauté chez nous. Pour aller à l'essentiel, qui seront les perdants? Les perdants finalement de cette nouvelle limitation vont être principalement pour les entreprises qui, à l'heure actuelle, ne sont pas limitées dans leur déductibilité des charges financières parce qu'elles ne dépassent pas les 3 millions de charges financières ou 30% de l'EBITDA. Finalement, auparavant, elles pouvaient déduire les charges financières qu'elles avaient, maintenant ça va être illimité. Donc, premier perdant. Et les entreprises qui étaient d'ores et déjà concernées par la limitation des charges financières, finalement, seront impactées puisque leurs charges financières, parfois, n'étaient pas déductibles, mais elles pouvaient les reporter sur les exercices suivants. Maintenant, si leurs charges financières dépassent un seuil de 85%, ou le taux fixé par un tas d'armes, ça on aura un peu plus de précision, retenez juste que ces sociétés, maintenant, si ça dépasse certains seuils, ne pourront même plus déduire les charges financières excédentaires. Donc en ça, elles seront perdues. Donc on verra bien ce que ça donne, mais faut l'avoir en tête. On verra comment ça se profile sur l'année qui vient. En matière maintenant de fiscalité personnelle, on a quelques mesures, notamment pour la réduction d'impôts Madelin. C'est une mesure en fait qui prévoit une réduction d'impôt de 18% pour les associés qui souscrivent au capital initial et aux augmentations de capital d'entreprises opérationnelles. Les conditions sont quand même assez restrictives pour bénéficier de cette réduction, mais c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Exceptionnellement, je m'entends, ce taux de réduction qui est de 18% est porté à 25%. L'idée, c'était de corriger la suppression de l'ISF, vous savez, de l'ISF et notamment de la réduction ISF-PME qui existait, donc ça date quand même de 2018. C'est un exceptionnel qui dure, donc c'est toujours 25%, possibilité d'avoir une réduction à 25%. Juste, j'attire votre attention, c'est très encadré dans le temps. L'idée, c'est que, comme tous les ans, il va falloir que la Commission européenne donne son go pour cette augmentation plutôt de 18 à 25%. Il va falloir que derrière la France émette un décret. Elle a 2 mois pour le faire. Et c'est à partir de l'émission de ce décret qu'on peut véritablement bénéficier de la réduction de 25%. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous souscrivez à des augmentations de capital ou si vous créez votre entreprise aujourd'hui, le décret n'est pas encore parti, donc vous bénéficierez d'une réduction, mais ça sera de 18%. Si vous faites la même chose après l'apparition du décret, ça sera 25%. Vous a donné une idée de ce qui s'était passé les années passées. Justement, en 2020, il fallait vraiment souscrire entre le 10 août et le 31 décembre pour en bénéficier. Bon, on voit qu'on s'améliore, puisque l'année dernière, c'était entre le 18 mars et le 31 décembre. Ça s'améliore. Et voilà, ça reste quelque chose d'intéressant, en tout cas, qui est prorogé. On a également le crédit d'impôt pour la garde de jeunes enfants. Bon, le plafond est remonté à 3 500 €. Donc la réduction d'impôt est de 50% de 3 500 €. C'est toujours intéressant, ça s'applique à partir du 1er janvier 2022 en plus. On a également quelque chose en matière de déficit foncier. Alors, pour tous ceux qui sont propriétaires de biens loués nus, ils ont en tête qu'en cas de déficit foncier, on a la possibilité d'imputer jusqu'à 10 700 € de déficit foncier sur ces autres revenus. Donc, le revenu global du foyer fiscal. C'est plutôt intéressant.
Là, avec cette mesure, toujours étiquette verte en vue de la transition énergétique, lorsque finalement les déficits fonciers sont bien supérieurs et sont générés notamment par des travaux qui visent à faire passer votre logement de la catégorie E, F, G à une catégorie A, B, C, D, à ce moment-là, vous pouvez imputer jusqu'à 21 400 € de déficit foncier sur les revenus globaux du foyer fiscal. Donc ça va permettre effectivement, c'est quelque chose d'intéressant et qui est toujours le bienvenu. Les 20 400 €, alors j'avais eu la question, c'est pas 10 700 € pour les autres dépenses et 21 400 € pour les dépenses de travaux. Ça ne fait pas un déficit imputable de 10 700 plus 21 400, ça serait trop beau. Les 10 700 sont inclus dans les 21 400 €, mais ça reste quand même intéressant. Ça concerne les dépenses, alors on n'a pas la liste pour un décret qui précisera la liste des dépenses concernées. Bon, on se doute bien que ça tourne autour de la transition énergétique. Donc, a priori, ça va être le changement des fenêtres, l'isolation des murs, du plancher, tout ce qui est changement de chaudière, tout ce qui est changement de radiateur, pose des VMC, enfin ce genre de choses-là, qui seront exposées. Donc, il faut que le devis ait été fait à compter du 5 novembre 2022 et il faut que les dépenses soient intervenues, aient été payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. Et en cas de contrôle, il faudra sortir son petit DPE. Il faut prouver qu'on était en catégorie E, F, G, qu'on est passé dans une catégorie un peu plus verte, A, B, C. Vu le plafond, 21 400 €, on ne va pas non plus faire des sauts périlleux. À mon avis, si on passe d'une catégorie E à une catégorie D, ça sera déjà bien. Je ne pense pas que ça ne permette plus. L'excédent, ça sera de toute manière du déficit que vous pourrez imputer sur vos autres revenus fonciers, donc ça ne sera pas non plus perdu, mais cet excédent de dépenses, par contre, ne sera pas imputable sur les autres revenus globaux du foyer. Voilà. Autre mesure, alors là, concernant les logements vacances et les résidences secondaires, vous savez, c'est des mesures anti-volets fermés, comme on peut entendre parfois dans les journaux télévisés. L'idée, c'est toujours pareil, de remettre autant que possible des logements sur le marché locatif. Donc, on connaissait déjà la taxe sur les logements vacants, également la majoration sur les résidences secondaires. Les municipalités ont la possibilité de majorer de 5 à 60% quand même, le montant de la taxe d'habitation pour certaines résidences secondaires. Concernant les logements vacants, l'idée c'est que lorsqu'un logement est inoccupé pour 90 jours et que le propriétaire ne justifie pas de circonstances pour expliquer cette non-occupation, si le logement est non meublé, à ce moment-là, on a une taxe sur les logements qui s'applique, qui est relativement coûteuse, on le voit quand même, c'est 12,5% ou 25% des années suivantes, donc c'est pas neutre. Et cette taxe sur les logements vacants s'applique véritablement dans les zones tendues. Donc c'est des zones en fait d'urbanisation, il y a plus de 50 000 habitants, où on a un vrai déséquilibre entre l'offre, entre la demande entre l'offre et la demande, et où véritablement on est marqué par des loyers élevés, par des prix de marché élevés, ou alors par une proposition en fait en logements sociaux qui est insuffisante. Donc là en fait la loi de finances pour 2023 étend encore le périmètre de la taxe sur les logements vacants, puisque maintenant ce qu'on vous dit, c'est que peuvent appliquer cette taxe sur les logements vacants les communes qui n'appartiennent plus à une zone d'urbanisation tendue. Il faut évidemment toujours qu'il y ait un vrai déséquilibre entre l'offre et la demande, qu'il y ait un niveau de loyer élevé, un niveau élevé aussi de prix d'acquisition, et en plus, là c'est un nouveau critère, il faut qu'il y ait une proportion élevée de résidences secondaires par rapport aux résidences globales sur le secteur. Donc on voit bien que ce qui est dans le collimateur, c'est véritablement ce qu'on disait tout à l'heure, les volets fermés. Et je dirais, cerise sur le gâteau, ils nous rehaussent en plus le taux, puisqu'on était à 12,5% la première année, là on passe à 17%, et les années suivantes on était à 25%, mais on passe quand même à 34%. Tous les petits malins qui malgré tout préféraient payer la taxe sur les logements vacants plutôt que la taxe majorée d'habitation, là on voit que c'est clairement dissuasif et clairement ça vise à remettre les logements sur le marché. Parallèlement, on a également, vous savez, alors ce que je vous disais tout à l'heure, il y a les logements vacants non meublés, c'est la taxe sur les logements vacants, mais les municipalités avaient aussi la possibilité de majorer
le taux de la taxe d'habitation pour tout ce qui était résidence secondaire. Le périmètre est étendu de la même manière que pour la taxe sur les logements vacants. Donc dès lors qu'on a une proportion de résidences secondaires qui est forte par rapport aux autres logements, on est dans le collimateur et les municipalités auront la possibilité d'appliquer cette majoration de la taxe sur la taxe d'habitation. Majoration quand même, les derniers chiffres, je vous disais, c'est entre 5 et 60%. On a quand même 73 communes qui appliquent une majoration de 60% à l'heure actuelle. Et là, le nombre de communes qui auront la possibilité de l'appliquer vont se dupliquer. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et puis, la réaction des propriétaires, on verra bien. Voilà, sur cette partie-là. En matière de TVA, on n'a pas de grandes nouveautés, mais j'ai envie de vous dire, après la facturation électronique de l'année dernière, c'était quand même, ils ont un petit peu réduit la voilure, mais on a quand même quelque chose, quelques règles. Alors, c'est surtout des règles en fait, qui visent à nous mettre en conformité avec les directives européennes, qui n'ont pas forcément été très bien transposées en droit interne. Pour tout, mais là je m'adresse plus aux techniciens, hein, parce que en matière en fait de transmission de patrimoine, une transmission universelle de patrimoine, dès lors que c'était à titre onéreux, on n'avait pas de TVA. Par contre, dès lors que c'était à titre gratuit, et je pense notamment à tout ce qui est transmission universelle de patrimoine dans le cadre de TUP, ou alors la transmission d'immeubles neufs d'immeubles neufs de plus de 5 ans, pardon, on avait un débat à savoir est-ce que cet article s'applique ou pas, est-ce qu'on soumet à la TVA ou pas. Enfin, bon, toujours est-il qu'on a une mise en conformité du droit interne avec la directive européenne qui nous dit qu'en matière de TUP et de transmission, de livraison d'immeubles neufs, effectivement, sur le biais de cet article-là, on n'appliquera pas la TVA. Voilà. C'est cet article-là qui nous permet, l'immeuble neuf, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur l'immeuble neuf, parce que c'est vraiment les immeubles de plus de 5 ans. Oubliez ce que je viens de dire. Sinon, là, ça serait une révolution au niveau des offices notariales. Également, ça, c'est une petite piqûre de rappel. Parce que ça s'applique normalement aux acomptes versés, encaissés à partir du 1er janvier 2023. On en a parlé l'année dernière, mais je duplique. J'en remets une couche parce que c'était pas quelque chose qu'on avait en tête dont on avait l'habitude en cas de versement préalablement à la livraison d'un acompte, la TVA deviendra exigible au moment de son encaissement, donc dès l'encaissement de l'acompte. En gros, ce qu'on faisait en matière de prestation de service, il faut aussi qu'on l'ait en tête maintenant en matière de livraison de biens, ce qu'on ne faisait pas auparavant. Et ça, c'est vraiment dès le 1er janvier 2023. Donc c'est une bonne habitude à prendre puisque c'est en vigueur. En matière d'obligation de facturation, alors là je m'adresse aussi aux techniciens, on avait la signature électronique qui nous dispensait de la pièce d'audit fiable, on va avoir le cachet électronique maintenant qui nous dispensera aussi de la pièce d'audit fiable. Évidemment on attend les décrets pour avoir un peu plus de substance en matière technique parce qu'on a l'annonce, mais on ne sait pas ce que ça recouvre exactement, quelles vont être les obligations techniques liées à ça. On a également une revue de la copie, mais vous n'êtes évidemment pas concernés, pour ceux qui omettaient de faire des factures ou ceux qui faisaient des factures et omettaient certaines mentions, on a des pénalités fortes quand même. Il y a une amende notamment de 5% pour des défaut de facturation, donc ça commence à chiffrer, suivant le montant de la facturation évidemment, mais ça peut représenter des sommes. On avait une mesure de tolérance, c'était la précédente loi, qui nous disait quand vous régularisez spontanément, que vous n'êtes pas habitué à faire ça, ou alors que vous régularisez dans une délai de 30 jours sur le demande de l'administration, on a la possibilité d'être dispensé de ces amendes-là. On ne sait pas pourquoi. Au mois d'août, les députés avaient supprimé cette dispense. Donc, on remet la copie et finalement, c'est rétabli. Donc, on a toujours la dispense de prévu. Et également, là, j'en finis avec ça, en matière de facturation électronique. Alors, je ne vais pas vous refaire toute la thématique parce qu'il fallait être là l'année dernière, tout simplement. En matière de facturation électronique, juste vous rappeler le timing, parce que mine de rien, on est début 2023, ça va venir très très vite. Un petit calendrier, hop, comme ça vous aurez bien en tête. Dès 2023, il va falloir s'inscrire, en fait, se faire répertorier, puisque il y a l'annuaire centralisé donc, qui va être mis en place dès 2023. Donc pensez véritablement à vous faire inscrire, tout simplement à vous inscrire, pour être bien répertorié. Et on voit que dès juillet 2024, on aura l'obligation de recevoir des factures sous format électronique. Et ça, c'est tout le monde. D'accord? Et pour les grandes entreprises, il y aura l'obligation d'émettre également la facturation électronique. Donc, juillet 2024, allez, pas demain, mais on n'est pas loin quand même. Donc, pensez d'ores et déjà à être un peu proactif
si vous ne l'avez pas déjà mis en place dans vos structures, ou si vous savez que vos clients ou les adhérents ne sont pas encore emparés du sujet, parce que véritablement il y a du travail, et il vaut mieux s'y prendre à l'avance pour éviter les embouteillages. Véritablement, faites un diagnostic fiscal, donc revue des mentions figurant sur les factures, évidemment, mise en place de la audit fiable, si ce n'est pas encore le cas, peut-être. Revue des règles en matière de conservation et d'archivage, et puis tout simplement, faites une cartographie des flux, et puis voyez où vous en êtes. Parce que là, il va falloir être au taquet, il va falloir être prêt, et c'est bientôt. Je m'arrêterai là en matière fiscale. Si vous avez des questions, ça peut être maintenant, ça peut être après aussi. Pour ça, je passe la main au social. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Nathalie Rivière, Anne-Françoise Mélaplace, donc pour le deuxième volet de notre matinée, où on va voir deux textes. On va voir la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2023, et puis également la loi de finances, mais qui comporte moins de dispositions en matière sociale que Johanna en matière fiscale. Donc on a effectivement ces deux textes à voir, et on va commencer par la loi de financement pour la sécurité sociale sur l'année 2023. Alors, on a différentes mesures, comme chaque année, on a effectivement un panel de mesures qui sont dans ce dispositif, et on a notamment sur cette loi, on a voilà, vous avez le petit plan. Donc vous voyez, c'est moins chargé que Johanna en matière fiscale. On a effectivement les déductions forfaitaires des cotisations patronales, la lutte contre les fraudes et les abus, et ce qui concerne également la paye et le contrôle URSSAF. Alors on a en fait différentes mesures dans ce texte, et on a un important volet sur tout ce qui concerne les mesures pour lutter contre la fraude sociale. Donc on sent véritablement qu'il y a un objectif, c'est de limiter effectivement cette fraude, c'est de prendre des mesures qui vont permettre de lutter contre la fraude en matière sociale. Et l'objectif d'ailleurs de ce texte qui est annoncé, c'est d'augmenter de 10% les fraudes détectées, donc de lutter contre les fraudes détectées et d'arriver à 10% d'augmentation contre les fraudes détectées, et de faire rentrer bien évidemment des sous pour recouvrir 500 millions d'euros d'ici 2024. Donc il y a vraiment un objectif, alors avec des outils qui sont mis en place, et de renforcer les outils qui existent déjà dans les précédents dispositifs, et puis également, on verra, d'aménager la procédure de contrôle en matière de contrôle URSSAF. Donc vraiment une focalisation de ce texte sur ce point-là. Alors, sur ce texte, vous voyez, en fait, on a deux étapes, effectivement, sur ce texte, puisque quand le texte a été arrêté, il a fait l'objet, alors c'est assez fréquent, hein, il a fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel, où on a une soixantaine de parlementaires qui ont en fait saisi le Conseil constitutionnel, qui a rendu, vous le voyez, sa décision le 20 décembre 2022. Alors, il y a un ou deux dispositifs dont on voulait vous parler, mais qui ont été en fait sortis du texte et qui ont été déclarés inconstitutionnels par le Conseil constitutionnel. Et vous voyez qu'on a deux dispositions qui concernaient notamment les indemnités journalières de sécurité sociale, qui ont été en fait retoquées par le Conseil constitutionnel. La première qui concerne la limitation des arrêts de travail qui étaient prescrits par téléconsultation, donc dispositif qu'on a notamment découvert avec le Covid, où on a l'objectif effectivement du texte, c'était de mettre fin à un certain nombre d'abus qui avaient pu être relevés et constatés par les pouvoirs publics en matière d'arrêt de travail par téléconsultation. Donc, le texte prévoyait en fait que le versement des indemnités journalières serait en fait lié, serait conditionné si l'arrêt de travail avait été prescrit par le médecin traitant de l'assuré ou par un médecin qui avait suivi l'assuré en consultation pendant au moins 1 an.
eh bien, dispositif retoqué par le Conseil constitutionnel qui a dit, on comprend très bien, effectivement, qu'on veuille lutter contre les abus, sauf que le recours à la téléconsultation, on peut avoir quelqu'un qui a bien une incapacité physique qui est constatée par un système de téléconsultation, et ça ne veut pas dire qu'on a forcément une fraude, qu'on a forcément un abus. Donc le texte a été effectivement retoqué en la matière. Et puis, deuxième disposition qui a été remise en cause, c'était l'article 90 de la loi, où là, le Conseil constitutionnel, on devait avoir effectivement, de par l'employeur, la subrogation, vous voyez, sur ce qui concernait les indemnités journalières, maternité, paternité et adoption. Et là, le Conseil constitutionnel a retoqué la disposition en estimant que c'était un cavalier législatif. Alors, je pense que tout le monde sait ce qu'est un cavalier législatif. Petite piqûre de rappel, c'est en fait une disposition, c'est un article qui est introduit dans un texte de loi, mais qui n'a en fait pas d'objet, pas de lien direct avec le texte de loi en question. Et ce qui était le cas sur cette disposition. Donc ces deux dispositions, bon, quand on avait fait notre plan avec Nathalie en vous disant voilà ce qu'on va vous raconter ce matin, eh bien on ne l'aura pas effectivement dans ce texte. Alors ça n'interdit pas ensuite eh bien de mettre ces dispositions dans un autre texte législatif, mais en tout cas ça ne sera pas dans la loi de financement de la sécurité sociale. Alors une fois qu'on a vu effectivement donc le texte, vous voyez, loi du 23 décembre 2022, publiée au journal officiel, eh bien on va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec les dispositions qui ont été arrêtées dans ce texte. Et première disposition, eh bien ça concerne notamment la déduction forfaitaire des cotisations patronales. Alors là, voilà, on a déjà un petit rappel à vous faire par rapport au texte qui a été Alors, cette déduction forfaitaire de cotisation patronale, elle s'appliquait déjà, vous savez, pour les entreprises de moins de 20 salariés. Et au mois d'août, on connaît la loi du 16 août 2022 qui nous dit qu'elle va s'appliquer également pour les entreprises de 20 à 249 salariés, donc moins de 250. Donc ça, c'était au mois d'août, sachant que donc, ce sont toutes les heures réalisées à compter du 1er octobre 2022 qui vont bénéficier de cette déduction forfaitaire. On attendait un décret qui, pour une fois, est arrivé, parce qu'on a quand même pas mal de textes, les décrets n'arrivent très tardivement. Donc là, on a eu un décret le 1er décembre 2022 pour rendre applicable effectivement cette déduction forfaitaire de cotisation patronale pour les entreprises de 20 à 249 salariés. Ceci étant, bien que ce soit un dispositif qui avait vocation à être terrain, eh bien, il n'avait pas été codifié. Donc là, c'est fait avec la loi de financement de sécurité sociale 2023. Cette déduction forfaitaire de cotisation patronale pour ces entreprises-là, donc ça y est, ça est rentré dans le code de la sécurité sociale. Et puis, on en a profité pour faire des petits ajustements. Et donc, il a été précisé qu'on a aligné en fait cette nouvelle déduction sur celle qui était en vigueur pour la déduction forfaitaire des entreprises de moins de 20 salariés. Et également, autre précision, c'est que cette déduction, elle va être imputée sur toutes les cotisations dues au titre de l'ensemble de la rémunération des salariés et non plus sur les heures dues au titre des seules majorations salariales liées aux heures supplémentaires. On élargit, on somme toutes les cotisations et ensuite on fait la déduction forfaitaire donc de cotisation patronale pour les heures supplémentaires. Avec un effet rétroactif pour donc toutes les heures qui sont courantes à compter du 1er octobre 2022. Ensuite, toujours sur la déduction forfaitaire de cotisation patronale, on a eu pareil au mois d'août de l'année dernière 2022, dans la loi de finances rectificative, une disposition dont vous avez sans doute entendu parler, qui concernait la possibilité pour les salariés de monétiser des heures, c'est-à-dire de renoncer à des heures de RTT et de les convertir en salaire, donc de les monétiser. Donc on vous a fait un petit rappel pour ceux qui n'avaient pas forcément bien en tête le dispositif. Donc ça permet de renoncer à toute ou partie de ces RTT par le salarié. Donc les RTT qui ont été acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
Ce sont des jours de repos, alors ce n'est pas forcément tous les jours de RTT, on ne rentre pas dans le détail, mais qui sont issus d'un dispositif soit antérieur à la loi de 2008, c'est-à-dire en fait un dispositif réellement de réduction du temps de travail, ou ensuite à partir de 2008, c'est le dispositif d'aménagement du temps de travail, éventuellement supérieur à la semaine. C'est un peu plus technique, mais voilà, en tout cas, il faut citer les RTT, mais en tout cas, sinon les salariés après peuvent renoncer. On a exclu les jours de repos qui sont issus du dispositif forfait jour, parce que on a déjà un dispositif de renonciation qui est prévu spécifiquement pour ces dispositifs, pour les clauses de forfait jour. Donc, là, celle-ci, elle ne rentre pas dans ce dispositif-là. Ou bien pour les jours qui sont placés dans un CET. Donc, ça veut dire que si vous avez des jours de réduction du temps de travail, avant de savoir effectivement si ce dispositif est applicable, il faut un peu, je dirais, auditer quels sont vos jours de RTT. Quelle est l'origine, en fait, de votre texte pour savoir si vous vous placez effectivement dans ce dispositif de monétisation des jours de repos. Puisque Nathalie vient de vous dire, notamment le forfait annuel jour n'est pas concerné par ce dispositif. Donc, il ne faut pas s'en mêler les pieds dans le tapis par rapport aux différents jours de réduction du temps de travail que vous pouvez avoir. Puisqu'on a, ça c'est les charmes du droit français, on a des dispositifs différents suivant les modalités de réduction du temps de travail. Donc attention, est-ce qu'on est dans le dispositif de la loi du 16 août 2022 ou est-ce qu'on est par exemple sur un forfait annuel jour avec un dispositif spécifique. Par contre, ce qu'on aime, et on est juriste, on aime à l'écrit. On va vous conseiller, modalité de mise en œuvre, c'est le salarié qui va vous demander la monétisation de ces jours de RTT. Donc effectivement, alors vous pouvez acquiescer comme vous pouvez refuser, mais si vous acquiescez, par sécurité, vous faites un joli petit document pour matérialiser votre accord sur la monétisation des jours et le nombre de jours que vous acceptez de monétiser. Alors, c'est des journées ou des demi-journées qui sont faites auxquelles les salariés peuvent renoncer. La condition, c'est qu'il y ait une majoration, parce que bien entendu, à partir du moment où je renonce sur une heure supplémentaire ou un jour supplémentaire, donc il faut qu'il y ait une majoration au même taux que la première heure supplémentaire, donc à 25%, sauf si vous avez un accord collectif qui va avoir moins ou plus, mais en général, on est quand même sur 25%. On n'a pas d'imputation sur le contingent d'heures supplémentaires, donc le contingent maximum annuel d'heures supplémentaires, et on a le même régime fiscal et social que les heures supplémentaires. Alors, pourquoi on vous parle de ce dispositif de monétisation des RTT? Tout simplement parce qu'avec la loi de finances de sécurité sociale de 2023, on nous dit que les rémunérations qui sont versées donc, aux salariés à la suite de cette monétisation, elles vont ouvrir droit à la déduction forfaitaire de cotisation patronale, donc pour les heures supplémentaires. Pour les entreprises de moins d'un, ça c'était le cas, mais là, on précise également pour les entreprises de 20 à 249 salariés. Donc, bénéfice de la déduction pour ces heures, ces jours ou ces heures monétisées. Alors, on va changer de thème. On va rentrer sur les dispositions qui concernent tout ce qui, et je vais peut-être me casser la figure, tout ce qui concerne les fraudes et les abus. Et effectivement, quand on a commencé notre intervention, je vous l'ai dit, on a dans ce texte plusieurs mesures qui veulent rendre plus efficient tout ce qui concerne la lutte, notamment contre le travail illégal. Si c'est pas la première année qu'on vous parle effectivement de la lutte contre le travail illégal, on a de plus en plus de textes, de plus en plus de dispositifs, et la loi de financement pour la sécurité sociale 2023 continue effectivement dans cette lutte contre les fraudes et les abus, et notamment contre le travail illégal. C'est un des axes majeurs de cette loi, qui veut rendre bien plus efficient toute cette lutte qui est mise en place. Alors, on s'est dit avec Nathalie, effectivement, on a un dispositif qui concerne le travail illégal, et on s'est dit que ce serait bien qu'on vous fasse effectivement un petit rappel sur le travail illégal, et en particulier concernant le donneur d'ordre et le devoir de vigilance. Puisque sujet commun d'ailleurs avec le fiscal, puisqu'avec Johanna, on avait animé d'ailleurs une matinée sur cette thématique avec l'aspect social et l'aspect fiscal. Sur l'aspect droit social, vous ouvrez votre code du travail et vous avez effectivement, concernant le donneur d'ordre et le devoir de vigilance du donneur d'ordre, vous avez les dispositions dans l'article 1222-1 du code du travail. Et ce qu'il faut que vous sachiez, qu'il faut bien se rappeler, et certains
découvrait ou se rappelait cette disposition, c'est que lorsque vous êtes donneur d'ordre, eh bien, vous devez vous assurer, à partir du moment où vous allez conclure un contrat qui va porter sur un montant au moins égal à 5 000 € hors taxe. Donc, c'est vite atteint. Vous avez effectivement ce contrat. Votre contrat va atteindre les 5 000 € hors taxe pour l'exécution d'un travail, pour une prestation de service ou pour l'accomplissement d'un acte de commerce. Eh bien, à partir de ce moment-là, le donneur d'ordre a un certain nombre d'obligations. Et les obligations de votre donneur d'ordre, c'est s'assurer que votre co-contractant, donc pas vous, mais la personne avec laquelle vous allez conclure ce contrat, eh bien que cette personne, elle est en règle au niveau du travail dissimulé. Et en particulier, que cette personne est à jour en matière de ses déclarations de paiement et de ses contributions et cotisations sociales. En clair, qui paye ses cotisations et ses contributions. Donc c'est un point qui est important et on vous demande d'ailleurs, pour justifier de votre démarche et que vous êtes bien assuré que votre co-contractant est dans les clous, eh bien on vous demande de pouvoir produire ce qu'on appelle une attestation de vigilance. Et cette attestation de vigilance, vous devez l'avoir à la date de signature du contrat et vous devez également l'avoir tous les 6 mois jusqu'à la fin du chantier. Donc attention, 5 000 € hors taxe et tous les 6 mois, enfin au moment où vous commencez votre prestation et au moment où, si elle continue au bout de 6 mois, vous devez avoir votre attestation de vigilance. Si vous n'avez pas votre attestation de vigilance, vous voyez la magnifique bulle verte. Alors on dit que le vert est la couleur de l'espérance, mais là, attention, si vous ne respectez pas ces obligations, coup de bâton, et le coup de bâton, il n'est pas négligeable. Le coup de bâton, c'est que vous avez une solidarité financière. En clair, c'est vous qui allez notamment devoir payer les impôts, les taxes, les cotisations, les rémunérations et les charges qui sont dues par votre contractant. Donc, ça pique. Et vous allez aussi, deuxième effet qui se coule, c'est que vous allez aussi perdre pour vous, pour le donneur d'ordre, il va perdre les exonérations ou les réductions de cotisation dont il a pu bénéficier pour son personnel. Donc, c'est pas négligeable. L'URSSAF regarde. L'URSSAF contrôle. J'ai eu un appel il n'y a pas très longtemps d'un expert comptable qui me dit j'ai un client qui a reçu effectivement un petit mot de l'URSSAF. Il me dit ce que vous pouvez regarder, il m'envoie le dossier, je regarde, je lui dis problème de devoir de vigilance. Le donneur d'ordre n'a pas été suffisamment pointilleux. Il y a bien eu une attestation de vigilance au début de la relation contractuelle, sauf que la relation contractuelle a perduré, on a laissé passer les 6 mois, et il n'a pas vérifié, il n'a pas redemandé cette attestation de vigilance, sauf que l'URSSAF est passé par là. Juste là, moi aussi j'ai eu des contrôles effectivement. Je pense à un où j'ai une société, c'est dans le bâtiment évidemment, malheureusement, ils sont pris quand même pour 200 000 € du redressement de leur contractant. Donc le donneur d'ordre a pu payer le redressement 200 000 €. Ils n'attendent pas, s'ils n'attendent pas, oui. Et juste, alors c'est hyper contraignant en fait, effectivement, d'aller tous les 6 mois, etc., sortir du cabis. Il y a des sociétés qui externalisent ça. Donc on a des sociétés qui ne font que ça, donc qui vous aident justement à respecter ces obligations de documentation. Donc n'hésitez pas parce que les conséquences, enfin on en a vu, t'en as vu, j'en ai vu, donc ça n'arrive pas qu'aux autres entre guillemets, ça tombe vraiment, et quand ça tombe, c'est inattendu parce que tout c'est à votre redressement, il faut que je parle en fiscal. Enfin voilà, c'est peut-être un peu content qui a travaillé, mais pas plus que ça. Au pire, vous allez peut-être pouvoir partager le gâteau avec ces autres donneurs d'ordre, et il vous en reste toujours une part que vous ne voulez pas manger parce qu'elle est indigeste, c'est pas la vôtre. Pourtant, vous allez bien devoir payer, et c'est un peu dommage quand on sait qu'il y a des boîtes qui extériorisent ça, si véritablement, et je le comprends, c'est trop astreignant pour votre structure. N'hésitez pas, et vous faites bien de faire ce rappel-là, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, et malheureusement, ça arrive. Le client, c'était dans le bâtiment, parce qu'effectivement, le bâtiment est particulièrement concerné. Le client voulait saisir, alors le taxe, je vais mettre du jour le tribunal judiciaire, donc c'est pour ça que l'expert comptable avait pris la tâche avec moi, et je lui ai dit, mais c'est pas la peine.
c'est pas la peine. On va enclencher une action contentieuse, je vais lui facturer des honoraires, mais de toute façon, je ne pourrai pas faire de miracle. Votre client malheureusement n'a pas été suffisamment pointilleux, suffisamment sérieux, et je n'ai rien d'avoir à dire. Donc, si c'est pour enclencher une procédure pour que ça n'aboutisse pas, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, attention, devoir de vigilance qui porte bien son nom. Donc, justement, alors, mais voilà, la petite... Alors, la loi de finances sécurité sociale 2023, elle va s'attaquer aux sanctions, en fait, qui vont concerner le donneur d'ordre lorsque, malheureusement, il n'a pas été suffisamment vigilant et que il se retrouve confronté à cette situation. Et elle va, en fait, donner une échelle des sanctions et faire une modulation en fonction de la gravité. On va le voir dans le slide suivant plus précisément. Mais on va nous dire, en gros, si je récidive ou pas, et on sera plus sévèrement sanctionné, bien entendu, en cas de récidive. Et puis à l'inverse aussi, on va permettre à ce que le donneur d'ordre bénéficie d'une modulation, parce que vous savez que lorsqu'il y a un constat d'infraction sur le travail dissimulé, on a une majoration du redressement de 25%, 45 ou 60 en fonction des situations. Et bien cette majoration, si on a incité en fait, alors ça existait déjà pour le sous-traitant, pas pour le donneur d'ordre, mais pour le sous-traitant, si le sous-traitant payait rapidement les sommes qui étaient dues, on diminuait la majoration de redressement. Et là, on va faire bénéficier de cette modulation dans la majoration de redressement et également le donneur d'ordre, ce qui me paraît assez logique d'ailleurs, parce que ça n'existait pas pour lui. Alors, dans le tableau suivant, on vous a mis exactement, donc un petit peu plus en détail, en ce qui concerne la partie annulation des réductions. Parce que moi donneur d'ordre, donc si je suis effectivement pas vigilant et que du coup, je suis confrontée à la situation, je peux me voir également retirer des annulations ou des réductions des exonérations dont j'avais bénéficié. C'est ma sanction également pour moi. Donc le montant de cette annulation jusqu'au 1er janvier 2023, il était plafonné à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale. Et là, on va nous dire à compter du 1er janvier 2023, avec l'application de cette loi, si c'est le premier manquement, je vais effectivement bénéficier de ce plafond, 15 000 € ou 75 000 €. Ou bien, évidemment, si on est en dessous, le montant qui est mis à ma charge aussi du redressement, de la solidarité financière en l'occurrence. Mais si je réitère dans les 5 ans, il y a là terminé, il n'y a plus de plafond et je vais vraiment prendre en plein pot, si je puis dire, la sanction et donc devoir payer jusqu'au montant qui est dû, que je dois au titre de ma solidarité financière. Donc, voilà, récidive ou pas, j'ai un plafond, sinon je n'ai plus de plafond si je réitère dans les 5 ans. Et en ce qui concerne donc la majoration du redressement, c'est ce que je vous disais, le donneur d'ordre va bénéficier de cette modulation. Avant, lorsque j'étais en cas de premier manquement, c'était donc 25% de majoration, 40% en présence de circonstances aggravantes, c'est si il y a un mineur qui est impliqué, si c'est en bande organisée, si j'ai plusieurs salariés ou des salariés vulnérables, on est dans des cas de circonstances aggravantes. Et si je réitère dans les 5 ans, là c'était 45% et 60% en cas de circonstances aggravantes. Avec la loi nouvelle, en cas de premier manquement, principe 25%, 40% en cas de circonstances aggravantes, mais si je paye donc soit dans les 30 jours ou si je donne au moins un plan d'échelonnement de paiement rapidement dans les 30 jours, eh bien je vais avoir 10 points de moins de cette majoration puisque je vais descendre à 15% de majoration de redressement. Par contre, si je réitère dans les 5 ans, et bien là je suis sur les 45% ou 60%, et même si je paye rapidement, rien n'y fera, il n'y aura pas de minoration de ma majoration de redressement. Alors, on a d'autres mesures que celles qui concernent le point que nous allons voir. Vous voyez, on vous a listé trois nouvelles mesures qui sont mises en place. On va, notamment pour tout ce qui concerne le recouvrement des sommes pour le travail dissimulé, on va donner un accès facilité aux informations bancaires. Donc, en clair, pour les agents de l'URSSAF et pour les agents de caisse de MSA, ils vont pouvoir plus facilement avoir accès aux informations bancaires et obtenir, vous voyez, les informations, les documents auprès des établissements bancaires qui ne vont pas pouvoir venir leur dire « Ah mais attention, on ne peut pas, secret professionnel et secret bancaire ». Là, la loi de finances nous dit « C'est pas la peine, ça ne marche pas ». Et ils auront effectivement 30 jours, à partir du moment où la demande leur a été faite, ils auront 30 jours pour transmettre les informations nécessaires, et ce, à titre gratuit. Voilà.
Et ça va permettre de recouvrer notamment toutes les créances liées au travail dissimulé. Première mesure. Deuxième mesure, vous avez également ce qui concerne les cyber-enquêtes pour la recherche de travail illégal. On a donné en fait une nouvelle compétence en matière de cyber-enquête. Donc ce sont en fait toutes les enquêtes sur Internet sous pseudonyme pour permettre de rechercher effectivement du travail illégal. Et vous voyez que les agents de contrôle URSSAF, l'inspection du travail et Pôle emploi vont avoir cette nouvelle compétence en matière de cyber-enquête. Ça va leur permettre de rechercher des indices en matière de travail illégal. Alors, ils n'ont pas le droit de pousser à la fraude, à la commission du travail illégal, mais ça va leur permettre effectivement d'avoir des accès, de pouvoir échanger pour essayer de trouver des preuves en matière de travail illégal. Et puis, on a également les tribunaux, les greffiers et les tribunaux de commerce qui vont également pouvoir transmettre des documents qui font présumer qu'on aurait des fraudes en matière de cotisation et de contribution sociale. Et ce sont effectivement des informations que les greffiers dans les tribunaux de commerce ils peuvent avoir à l'occasion de leur activité professionnelle. Avec notamment des documents qui se révèlent inexacts, quand on a régulièrement des changements de gérant, quand on a un certain nombre d'opérations qui, en tant que greffier ou en tant que personnel du tribunal de commerce, peuvent vous amener à vous dire il y a quelque chose de pas net en la matière. On a éventuellement souvent des changements au niveau du capital. Tous ces indices peuvent permettre de dire on a peut-être une situation en matière de travail. Une société qui a été créée ou reprise uniquement pour servir de support. C'est ça qu'il faut chercher derrière ces informations. Alors, sur le contrôle URSSAF ensuite et la paye. Alors sur le contrôle URSSAF, première mesure déjà, ça concerne la limitation de la durée du contrôle URSSAF. C'est toujours intéressant de savoir que ça ne va pas s'éterniser trop longtemps. Alors, dans les entreprises de moins de 10, on avait déjà cette mesure, où on avait une limitation à 3 mois de la durée du contrôle. Ensuite, on a eu, depuis 2018, à titre expérimental, c'est également le cas pour les entreprises de moins de 20 salariés, donc la durée du contrôle est limitée à 3 mois. Là, avec la nouvelle loi, c'est définitif, on va dire. On aura bien une limitation du contrôle à 3 mois pour les entreprises. On va revenir un petit peu dans le détail dans ça d'après. Mais simplement, on va aussi vous parler, donc, en matière de contrôle URSSAF, de la possibilité pour les agents de contrôle d'obtenir des informations qui sont obtenues en des contrôles d'une autre société du groupe. Ça ne veut pas dire que quand vous avez un contrôle, normalement, le contrôleur URSSAF, il ne peut interroger que la personne contrôlée, les salariés de cette personne contrôlée, mais limité à l'entreprise, à la société qui est contrôlée. Mais là, elle ne va pas pouvoir aller demander des documents dans une autre entreprise du groupe. Maintenant, l'intérêt de la nouvelle loi, c'est simplement si j'ai eu, parce que j'ai contrôlé l'URSSAF, ou contrôlé une autre société du groupe, elle a eu accès à des documents, elle va pouvoir les utiliser dans le cadre du contrôle d'une autre société du groupe. C'est pas je vais chercher parce que je suis en train de faire un contrôle d'une entreprise des documents dans une autre, mais si j'y ai eu accès dans le cadre d'un contrôle, je peux l'utiliser. Alors, c'est quelque chose qui peut-être va faire qu'on aura tendance à multiplier les contrôles dans les sociétés de groupe, puisqu'en se disant, tiens, si j'ai une info là, je vais pouvoir m'en servir dans tout le monde. Donc, c'est intéressant finalement d'avoir un contrôle sur toutes les sociétés du groupe. Alors, on vous a remis un petit tableau un petit peu plus détaillé donc, par rapport à ces deux mesures. Et sur la durée des contrôles, donc régime antérieur pour les moins de 10, donc, et à titre expérimental pour les moins de 20, et donc maintenant également pour les moins de 20. Alors quand on dit la durée du contrôle, on part, la date de début, c'est la date que vous allez avoir sur l'avis de contrôle lorsque c'est un contrôle sur pièce, ou bien la date de la première liste de l'agent de contrôle lorsque on parle d'un contrôle physique. Et puis la fin, c'est l'envoi de la date d'envoi de la lettre d'observation qui termine le contrôle une fois que les opérations ont été effectuées. Il y a des exceptions, on vous les a mises à cette durée. Il y en avait déjà pour les entreprises de moins de 10 qui sont reproduites, c'est le travail dissimulé. De toute façon, le travail dissimulé, on a toujours des exceptions. On est sur ça, il y a toujours beaucoup plus de possibilités pour le travail dissimulé. Les obstacles à contrôle, l'abus de droit, la comptabilité insuffisante et la documentation inexploitable. Et là, donc, on a des précisions avec la loi de financement de sécurité sociale 2023
c'est la documentation exploitable ou transmise ou remise de plus de 15 jours après la demande de l'argent. Donc, si on tarde trop, forcément là, il y aura une exception. Ou alors, s'il y a le report d'une visite de l'agent de contrôle à la demande de la personne contrôlée. Forcément, du coup, on va pouvoir décaler la date de fin du contrôle. Et puis, je pense que c'est un résumé de ce que je vous ai dit par rapport au contrôle des documents, enfin des sociétés du groupe et l'utilisation des documents que je vais avoir obtenus lors du contrôle de votre société. Alors, toujours sur la taille et sur le contrôle URSSAF, qui concerne effectivement la DSN, donc la déclaration sociale nominative. Vous voyez, alors c'est les articles 6 et 7 du texte. On a en fait deux choses. On a la vérification et on a la correction unilatérale de la DSN par l'URSSAF. Alors, premier élément qui concerne la vérification, vous voyez, c'est la première bulle. On a effectivement une compétence élargie des URSSAF, puisque les URSSAF ont la possibilité et sont maintenant en charge d'assurer la vérification, vous voyez, de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations que l'entreprise a déclarées concernant ses cotisations et ses contributions. Donc effectivement, rôle de vérification, alors c'est pas un contrôle, hein, mais rôle de vérification élargi pour les URSSAF. Et puis, on a un deuxième point qui est la correction. Alors vous voyez qu'on a déjà introduit effectivement cette possibilité par la loi de financement de la sécurité sociale en 2020, où cette loi effectivement prévoyait la possibilité pour les organismes donc, qui étaient destinataires de la DSN, et bien à partir du moment où ils constataient qu'il y avait des erreurs, qu'il y avait des incorrections dans la DSN, il y avait la possibilité pour l'URSSAF de modifier et de corriger ces éléments lorsque l'employeur faisait blocage et refusait de corriger. Parce que normalement, si on dit à l'employeur, il y a une coquille, il y a des erreurs, il faut corriger, l'employeur doit procéder à ces corrections. Et là, la loi de finances, de la sécurité sociale pour 2020, donnait ce pouvoir effectivement de correction unilatérale à l'URSSAF, sauf que particularité, charme du droit français, ce que je disais Nathalie tout à l'heure, le dispositif n'est pas entré en vigueur. On n'est pas entré en vigueur, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le décret. Voilà. Donc, la loi commence en 2023. On commence en 2023 et on vous dit, si le déclarant ne fait pas bien les choses, c'est l'URSSAF qui va effectivement reprendre la main et qui procédera aux corrections. Alors, sachez pour votre information qu'au final, cette disposition s'est reportée au 1er janvier 2024, donc à l'année prochaine. On vous en reparlera certainement. La partie correction, la partie vérification, ça s'applique, mais la partie correction, on attend, ça a été décalé. De même que le slide suivant, on l'attend depuis un petit moment, mais le transfert du recouvrement des cotisations AGIR-CARCO aux URSSAF, qui était prévu normalement pour 2023, là aussi, il y a un report au 1er janvier 2024. Apparemment, l'URSSAF se dit prête, mais c'est l'AGIR-CARCO qui a un peu de la réticence. Donc pour le moment, ce ne sera pas encore d'actualité pour cette année. Et puis on nous dit également dans cette note qu'on aura un aménagement que les URSSAF recouvreront également plus tard les cotisations APEC et les cotisations des expatriés. Alors le report au 1er janvier 2024, pourquoi aussi? Parce que en fait les partenaires sociaux hurlent sur cette mesure depuis un moment. Donc effectivement, il y a eu un premier report, et il y a le deuxième report que l'on vient d'avoir. Et puis l'aménagement, tout simplement parce que la loi de financement pour la sécurité sociale de 2020 avait oublié ces deux cotisations. Donc on se remet bien comme il faut. Voilà. Donc voilà sur ce premier texte. Et on va continuer sur la loi de finances. Quelques mesures sociales en fait qui étaient dans la loi de finances mais qui concernent plus le social. Une mesure sur les titres restaurants, vous en avez peut-être entendu parler, on a un relèvement de la limite d'exonération de la part patronale des titres restaurants à 6,50. C'est donc la participation de l'employeur. Vous savez, un titre restaurant est exonéré de cotisation sociale dans une limite qui est maintenant 6,50. On avait déjà eu un redressement à 6,69 en janvier 2022 et 5,92 là au mois d'août. Là, donc nouveau relèvement à 6,50, ce qui fait automatiquement passer la valeur du titre restaurant entre 10,83 et 13 euros, puisqu'il faut que l'exonération, il faut simplement qu'on ait quand même entre 50 et 60. Enfin, la cotisation de l'employeur ne peut pas excéder
60% et ne peut pas être inférieur à 60% de la valeur. Donc si on hausse le montant de l'exonération, on hausse également la valeur du ticket restaurant. Et là, bon, on nous dit que c'est pareil, des mesures qui sont liées à l'augmentation, à l'inflation, à la nécessité d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Et j'avais lu que c'est un repas sain et complet lors de la journée de travail. Voilà. Alors, on est parvenu effectivement sur les règles du titre restaurant. Voilà, s'il y a un titre restaurant et si effectivement le salarié a la pause repas compris dans son horaire. C'est juste le montant. Voilà. C'est juste le montant. Les règles ne changent pas. Alors, autre élément qui concerne ce texte, l'actionnariat salarié. L'actionnariat salarié et notamment tout ce qui concerne les plans d'épargne entreprise. Alors, plan d'épargne entreprise, petit rappel, dispositif obligatoire pour les entreprises qui ont un accord de participation. Donc, accord de participation, dispositif obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Alors, ça n'empêche pas celles de moins de 50 d'en mettre un en place, mais là, le dispositif n'est pas obligatoire. La loi de finances pour 2021 avait prévu une exonération du forfait social en 2021 et en 2022. Eh bien, le texte de cette année prévoit que alors attention, sur les abondements de l'employeur, donc abondement, c'est un versement volontaire de l'employeur, sur les abondements de l'employeur qui vont compléter un versement volontaire du bénéficiaire, donc du salarié, sur le plan d'épargne d'entreprise, eh bien, dans ces cas-là, pour l'achat d'actions ou de certificats d'investissement de l'entreprise ou d'une entreprise du groupe, eh bien, la loi de finances pour 2023 proroge le dispositif d'exonération du forfait social pour ces sociétés dans ce cadre de versement. On a une dernière mesure qui a coulé beaucoup d'encre et qui a soulevé pas mal de contestations au moment du débat parlementaire. Parce que jusqu'à présent, lorsque vous avez un CPF, un fonds personnel de formation, et en principe, bon, si vous aviez suffisamment inscrit à ce compte, vous avez une formation qui est éligible, vous pouvez de manière, sans avoir à rien dépenser, utiliser ces droits pour avoir votre formation. Maintenant, c'est terminé. C'est terminé. Ce sera terminé quand on aura un décret. Mais en tout cas, il est prévu que ce soit terminé par la loi de financement de la sécurité sociale, puisqu'on nous dit que le titulaire du CPF va devoir participer au financement. Alors, au moins partiellement, bien sûr, pas la totalité, sinon ça n'a plus d'intérêt. Mais il va devoir participer donc aux formations de la formation, quel que soit le montant de ses droits. Même s'il y avait limite, il avait la possibilité suffisamment d'argent sur son compte pour se payer sa formation, non. Il va falloir quand même qu'il participe. Alors, on ne sait pas encore, on attend le décret pour savoir quel va être le coût de cette partie qui va être payée par le salarié ou l'autre titulaire du compte. Est-ce qu'elle sera proportionnelle? Est-ce qu'elle sera au coût de la formation ou forfaitaire? Il y aura peut-être plusieurs dispositifs. Il y a des exceptions qui sont prévues pour les demandeurs d'emploi et pour les salariés qui vont bénéficier d'un abondement du compte par l'employeur. Parce qu'il peut y avoir des projets qui sont co-construits avec l'employeur. Et dans ce cadre-là, il pourra y avoir, mais là aussi, on attend de savoir dans quelle mesure, à quel taux d'abondement l'employeur, éventuellement, le salarié n'aurait plus à débourser pour la formation, puisque donc c'est l'employeur qui participera également au financement de la formation. Donc on attend ce décret, mais pas forcément une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que ce compte personnel de formation, ça permettait quand même d'accéder à des formations, puisqu'on avait des droits et de l'argent disponible sur ce compte. Donc là, non, c'est terminé. Il y aura une participation du salarié. Donc on attend les faits pour en savoir plus sur ce dispositif. Voilà sur les dispositions en matière sociale, sur la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances. On espère qu'on a été clair.